こんにちは。殺人短編動画へようこそ。連続殺人者の犯行動機や心理はどのようなものだったのか。今回のケースは日本の殺人 on YouTube。Avant de parler de l'actualité de janvier, dans un prochain petit Satsudin, un petit retour sur celle de décembre 2021. C'est à Otsu, dans la préfecture de Shiga, qu'une affaire des plus terrifiantes s'est déroulée et a trouvé son sinistre dénouement le 12 décembre dernier. Ce jour-là, un coup de téléphone affolé prévenait les urgences qu'une jeune fille avait perdu connaissance et semblait ne plus respirer. Lorsqu'ils arrivèrent sur les lieux, un petit appartement de rez-de-chaussée, les secours y découvrirent une lycéenne de 19 ans dont le corps sans vie gisait sur le lit du couple qui vivait là, Irie Koshio, un homme de 38 ans sans emploi connu, et sa compagne Kinjo Emu, 21 ans, hôtesse dans un bar de Seki. Placée en garde à vue, il ne fallut pas longtemps à la jeune femme pour craquer et avouer qu'ils avaient contacté la victime via les réseaux sociaux et des forums libertins. Elle dira ne pas avoir su que la jeune fille était mineure et expliquera que son compagnon et elle tournaient des vidéos porno amateurs avec des filles recrutées sur internet et attirées dans leur petit appartement sans vraiment savoir pourquoi elles venaient. Le couple affirmera que la jeune victime était consentante, mais les résultats de l'autopsie prouveront le contraire. En effet, la jeune victime est morte d'un arrêt cardiaque causé par une prise massive d'alcool et de drogue, dont du GHB. La police passe l'appartement au peigne fin et y a déjà retrouvé des caméras dissimulées dans divers recoins de la chambre à coucher, ainsi qu'un ordinateur avec des heures de vidéos dont certaines semblent confirmer le caractère totalement illégal et criminel des étranges activités du couple. Irie a affirmé aux enquêteurs qu'il n'avait en rien kidnappé la jeune fille qui était volontaire et savait où elle mettait les pieds, et la police épluche actuellement les échanges entre les parties via les réseaux sociaux et leur messagerie privée. Le 11, ils étaient allés la chercher en voiture à Kyoto vers 15h45, étaient rentrés chez Irie vers 18h et avaient bu ensemble avant de tourner une vidéo en caméra cachée qui mettait en scène la jeune victime et la suspecte. Devant son refus d'aller plus loin, l'homme aurait rajouté du GHB dans le cocktail qu'elle buvait pour, dira-t-il, lui donner un peu d'entrain. Ce qu'il ignorait, c'est que la lycéenne souffrait d'un problème cardiaque de naissance et n'a pas supporté ce mélange explosif qui lui a été fatal. Les deux suspects ont été présentés au procureur de Shiga et sont mis en examen pour homicide volontaire, viol sur mineur et attentat à la pudeur. D'autres poursuites restent possibles selon ce que le disque dur révélera. Le porno clandestin et amateur, pas toujours consenti, est un problème émergent au Japon depuis une dizaine d'années et les sociétés de production officielles tentent d'endiguer ce phénomène qui semble totalement leur échapper. On trouve des productions de plus en plus extrêmes et dégradantes répondant à une demande et un marché en pleine expansion et qui génèrent de beaux bénéfices nets d'impôts. Mais à quel prix ? Affaire à suivre. Le 8 décembre dernier, la police préfectorale d'Ibaraki arrêtait Akama Megumi, 35 ans, infirmière au chômage, pour meurtre et suspicion d'homicide multiple. C'est en juillet 2020, suite à la mort suspecte de Yoshida Setsuji, 76 ans, pensionnaire dans un EHPAD de la ville de Koga, établissement qui employait la suspecte à cette époque, que la direction avait demandé à la police d'enquêter. En effet, le malheureux était le dernier d'une série de 8 morts en 2 ans, tous retrouvés avec les mêmes diagnostics d'arrêt cardiaque suite à une perfusion. L'autopsie pratiquée sur M. Yoshida révéla que l'homme était mort d'une défaillance cardiaque suite à une injection d'air massive dans une veine, acte forcément délibéré. Suite à une enquête interne et de nombreux témoignages, il s'avérera que l'infirmière Akama était la seule à avoir accès à cette partie médicalisée de l'établissement cette nuit-là. De plus, nombre de ses collègues ont appuyé sur le côté étrange de la suspecte, jalouse de tout, très peu appréciée par le personnel féminin et les patientes de par sa méchanceté blessante et par le personnel masculin pour le harcèlement qu'il subissait de sa part.
La nuit de la mort de M. Yoshida, les aides-soignantes rapportent que Akama avait demandé à être seul avec les patients en unité médicalisée pour leur tranquillité. Quelques jours après ce dramatique incident et voyant la police arriver, la suspecte avait démissionné de son poste et disparu dans la nature. Depuis fin décembre, la brigade criminelle de Ibaraki enquête sur les morts précédentes et tout semble les relier à l'infirmière, ce qui ferait d'elle, si tout cela se confirmait, un nouveau cas d'ange de la mort, c'est le nom que l'on donne aux soignants assassins, 3 mois après la condamnation à perpétuité de Kuboki Ayumi pour le meurtre de 3 patients dans l'hôpital où elle travaillait comme infirmière. Reste à déterminer le mobile et la police épluche maintenant les comptes en banque des victimes avec l'aide des familles pour tenter d'y trouver des mouvements suspects. Le groupe Yoshikai, leader national du marché des services à la personne et des EHPAD, apporte toute sa coopération à la police pour tenter de redorer son image après cette nouvelle tragédie. C'est dans un de leurs établissements que Kuboki avait aussi frappé. Pour l'heure, Akama est toujours en garde à vue, sous pression et inculpée du meurtre de M. Yoshida, qu'elle a fini par avouer, interrogée sur les 8 autres morts suspectes. Elle risque la prison à vie ou la peine capitale si ces 8 meurtres sont confirmés. Affaire à suivre. Le 2 octobre 2020, la police d'Osaka recevait un appel de M. Kim Won-hu, un Coréen de 65 ans installé au Japon depuis une vingtaine d'années, signalant qu'il venait de découvrir le corps sans vie de son voisin après avoir vu que sa porte était ouverte. Entendu comme témoin puis laissé libre, l'enquête ne tardera pas à démontrer que l'homme n'était pas aussi innocent qu'il voulait bien le laisser croire. Après 2 mois d'investigation, la brigade criminelle d'Osaka a souhaité revoir ce gentil voisin pour lui poser plus de questions quant à sa relation assez particulière avec M. Yatsuda Kazuo, 67 ans, informaticien retrouvé mort à son domicile. D'après la police, les 2 hommes, voisins depuis 5 ans, entretenaient une relation plutôt houleuse qui avait déjà fait l'objet de 3 plaintes de la part de la victime suite à des agressions verbales puis physiques de celui qui était devenu le suspect numéro 1 dans cette affaire. Les voisins des 2 hommes ont d'ailleurs témoigné que leur dispute était devenue quotidienne depuis quelque temps. Célibataires et fréquentant le même bar à hôtesse, il semblerait qu'une rivalité ait éclaté entre les 2 sexagénaires en 2017, donnant lieu à des invectives, puis à des menaces, d'abord devant le bar en question, puis dans leur immeuble d'habitation. Yatsuda, qui avait succombé à de violents coups de marteau dans le crâne, avait d'ailleurs exprimé sa crainte que son bruyant voisin ne passe à l'acte. L'arme du crime est activement recherchée par les enquêteurs et le suspect a fini par avouer son acte insensé pendant sa garde à vue. Il a été placé en détention et mis en examen pour homicide volontaire et il risque 30 ans de réclusion. Affaire à suivre. Le 8 décembre dernier, vers 18h20, un vent de panique a soufflé sur un petit supermarché de Kumamoto lorsqu'une Toyota Crown blanche a éclaté la vitrine et est venue percuter les caisses, renversant étalages et clients. 3 femmes qui attendaient à la caisse ont été fauchées par la voiture folle et conduites à l'hôpital où leurs jours ne sont plus en danger, souffrant tout de même de multiples fractures et traumatismes. Le fou du volant, un homme de 76 ans, dit s'être endormi en conduisant à cause d'un traitement pour l'arthrose et sentant le choc avec la vitrine, avoir confondu la pédale de frein avec celle des gaz. Ce nouvel accident relance une fois de plus la problématique des seniors au volant dont je vous ai déjà parlé à maintes reprises en 2021. D'ailleurs... Le lendemain, à Kikugawa, dans la préfecture de Shizuoka, c'est un homme de 81 ans, Iki Genji, au volant de sa Honda grise, qui perdait le contrôle de son véhicule suite à une erreur de conduite et une vitesse excessive, fauchant un groupe d'une trentaine d'écoliers qui se rendaient à l'école primaire de la ville par une petite route de 3 mètres de large, sans trottoir ni signalétique. 5 enfants de 5 à 11 ans ont été percutés par l'homme qui a immédiatement pris la fuite. Les petites victimes ont été prises en charge très rapidement par les secours médicaux, mais l'une d'entre elles, une fillette de 8 ans, est toujours dans un état préoccupant et en soins intensifs. L'homme a été arrêté à son domicile moins d'1 heure plus tard et placé en garde à vue.
Il dira ne pas se souvenir précisément de l'incident à cause de son traitement, mais l'enquête démontrera vite que les médicaments n'étaient pas les seuls en cause dans cet horrible accident, puisqu'un taux d'alcoolémie nettement au-dessus du maximum autorisé a été détecté lors de son arrivée au poste de police. L'octogénaire a été mis en examen pour conduite dangereuse en état d'ivresse, coups et blessures volontaires sur mineurs de moins de 15 ans et délit de fuite. Il risque 20 ans de prison. Beaucoup se demandent combien d'incidents de ce genre il va falloir pour que le gouvernement se décide enfin à examiner le projet de réforme du permis de conduire pour les plus âgés. Affaire à suivre. Le 15 décembre, vers minuit moins 20, le 119, le numéro d'urgence japonais, recevait un appel de détresse provenant d'une femme de 64 ans qui venait de découvrir sa mère de 88 ans, Nishikawa Shizuko, couverte de sang et visiblement morte, allongée sur le sol de la salle de bain. Plus tôt dans la soirée, elle aurait entendu une violente dispute entre sa mère et son frère de 49 ans suite à un différend de plus à propos de son mode de vie, assez particulier. La police, qui voulait interroger le fils sur les faits mais ne put le trouver sur les lieux, a immédiatement émis un avis de recherche. La mère a été prise en charge par les services d'urgence, mais trop tard, elle avait déjà succombé à ses nombreuses blessures, à savoir une vingtaine de coups de couteau au niveau de l'abdomen, de la poitrine et du cou. Le suspect a été appréhendé la nuit même à 4 heures du matin, ivre dans sa voiture stationnée dans une rue de la ville de Himeji. Placé en garde à vue, il a d'abord nié farouchement avoir été sur les lieux du crime au moment des faits, puis après quelques jours d'interrogatoire, a admis avoir été sur place, mais ne se souvenir de rien. Les preuves matérielles étant contre lui, sang de sa mère sur ses mains et ses vêtements, empreintes sur le couteau retrouvé dans la cuisine et témoignages de la sœur, il a été mis en examen par le procureur de Hyogo pour meurtre aggravé et placé en détention en attendant son procès. Une fois de plus, l'enquête a révélé un drame familial et humain comme il en existe encore trop. Le fils, célibataire endurci, alcoolique et sans emploi depuis plus de 15 ans, vivait chez sa mère, veuve et avec une petite retraite, profitant de la manne familiale pour nourrir ses addictions. Sa sœur, divorcée et sans enfant, était revenue habiter dans la maison familiale après sa séparation et contribuait aussi à l'économie domestique grâce à son travail de caissière. Le fils, qui passait ses nuits à jouer en ligne, à boire et à fumer, avait aussi ses habitudes sur des sites de camgirls où il dépensait une grande partie de l'argent qu'il n'avait pas, mais n'hésitait pas à demander puis à prendre à sa mère et à sa sœur. Depuis quelque temps, d'après les déclarations de sa sœur, il était devenu violent et avait frappé sa mère à plusieurs reprises pour obtenir plus d'argent. Fin 2018, il avait vendu la voiture de son défunt père sans en parler à personne et utilisé l'argent sur ses sites préférés, rétribuant grassement ses camgirls préférés. Le soir du drame, sa mère voulait avoir une conversation sérieuse avec lui et lui parler d'un emploi possible dans un magasin tenu par un ami de la famille. Dans le dossier de l'instruction, il apparaît que l'homme avait été diagnostiqué bipolaire il y a une trentaine d'années, mais jamais soigné ni même suivi, comme c'est malheureusement souvent le cas au Japon. Affaire à suivre. Le 15 décembre, le Covid a fait une nouvelle victime, pas comme les autres. Iwamori Minoru, 76 ans, est l'un de ces personnages que le pays aurait préféré oublier et qui se rappela à son mauvais souvenir. En effet, en 2007, l'homme avait massacré un homme de 69 ans et sa femme de 67 ans à leur domicile pour leur voler la somme dérisoire de 10 000 yens, environ 75 €, et une bouteille d'alcool. Condamné à mort pour ce double homicide, il attendait sa sentence dans le couloir de la mort depuis 15 ans avant d'être transféré dans une unité médicale pour un problème d'arythmie cardiaque. La loi interdisant d'exécuter une personne malade, il avait donc bénéficié d'un répit mais qui fut de courte durée. Diagnostiqué positif au Covid début décembre, il décédera quelques jours plus tard. Je rappelle qu'il y a encore 110 personnes. Cette fin d'année 2021 marquait aussi le 21e anniversaire du massacre de la famille Miyazawa dont je vous avais longuement parlé dans une vidéo dédiée et qui reste à ce jour l'affaire non résolue la plus mystérieuse de l'histoire policière japonaise.
À l'occasion de ce triste anniversaire, la police a relancé l'appel au public pour l'aider dans ce casse-tête en distribuant massivement des prospectus à la sortie des gares, en diffusant des spots sur Fujitelebi et en placardant de nouveaux avis un peu partout. La récompense pour toute information qui pourrait... Le directeur de la police métropolitaine souhaite que cette affaire ne soit pas classée et demande la mobilisation de tous au nom de la justice pour les victimes de ce massacre effroyable. Pour rappel, Miyazawa Mikio, 44 ans, sa femme Yasuko, 41 ans, leur fille Niina, âgée de 8 ans, et leur fils Rei, âgé lui de 6 ans, avaient été massacrés à leur domicile dans la nuit du 31 décembre 2000. Le tueur avait laissé plus d'indices qu'il n'en fallait sur place, des empreintes, de l'ADN, ses vêtements, des éléments provenant de différents lieux qu'il avait pu fréquenter, et une description assez précise avait pu en être faite après les quelques témoignages de riverains qui auraient aperçu le suspect sur les lieux avant le drame. Environ 1m70, plutôt maigre et portant des vêtements assez identifiables. Le sweatshirt qu'il avait abandonné sur les lieux du crime avait été clairement identifié et n'avait été mis en vente que 2 mois avant dans le seul magasin de Kanagawa qui le vendait. 130 unités avaient été écoulées mais seulement 12 acheteurs ont pu être identifiés à ce jour, dont aucun ne peut être le tueur. L'analyse complète de l'ADN révèle que l'homme est métis, de mère grecque, albanaise ou bosniaque et de père sino-japano-coréen. La nature des poussières, sables et terres retrouvées sur ses vêtements ainsi que l'eau utilisée pour les laver montrent qu'il a séjourné dans une base américaine en Corée du Sud et a longtemps orienté la police vers un soldat américain de l'une des bases d'occupation voisines. Un numéro dédié, le 03 34 82 38 29, est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour toute information. Pour rappel, ce furent 280 000 policiers qui furent accaparés de près ou de loin par cette affaire en 20 ans et plus de 16 000 pièces versées au dossier. Affaire à suivre. Ibaraki est l'une de ces petites préfectures périphériques où il fait bon vivre. Patrie des cuves de Brassin, des mondialement célèbres Sopadrai de chez Asahi et Ichiban Shibori de chez Kirin, terre sacrée des brasseurs de Nihonshu Kiyochi, Tsukinoi et Aoki, on peut le dire sans trop se tromper, on boit peu d'eau sur ce divin territoire. Ryugasaki, petite bourgade d'Ibaraki, ne fait pas exception à la règle et compte nombre de ses temples dédiés aux leveurs de coudes et adorateurs de la dive bouteille. Les grands anciens de la Chopine vous le diront tous, il est certains breuvages qui vous font perdre la tête et vous plongent dans l'exploration improbable d'une réalité alternative, réservant donc leurs bienfaits à une certaine élite, de rouge bien entendu. Iwamoto Fumiyoshi, 62 ans, fait partie de ces orfèvres de la cuite et n'aurait pu rêver meilleur endroit pour peaufiner sa coupe rose et cette trogne si sympathique qui fait le charme des buveurs du matin. Charpentier de profession, il lui était bien arrivé de se gaufrer quelquefois d'une toiture les jours de grands vents éthyliques, mais la gravité n'est-elle pas plus dangereuse que le pinard finalement ? Bien sûr, les quelques véhicules automobiles qu'il avait courageusement écrasés contre des arbres pour en tester la résistance ne faisaient que lui rappeler l'étroitesse des rues et l'ingratitude des constructeurs face à son abnégation. Notre courageuse athlète de l'habiture avait eu le bonheur de rencontrer sa musette devrais-je dire, quelques années auparavant lors d'une fête de la bière, de ces petites escapades champêtres où l'on devise finement entre gens de bonne compagnie autour d'une bonne petite tartine de houblon. Hiroko, 52 ans, faisait partie de ces femmes si rares et si précieuses qui vouent à Bacchus le même culte qu'à Aphrodite et le coup de foudre fut immédiat et réciproque. Ils convolèrent en juste noces et bien vite purent explorer les rives moelleuses et fruitées des fleuves brassés et distillés de leur belle région. Mais en 2020, frappé par cette catastrophe mondiale que fut la fermeture des bistrots, notre couple sucré dut se résoudre à l'isolement. Adieu foire au Nihonshu, fête de la bière et dégustation fermière et bonjour cuite à la maison. Alors certes, si le bonheur conjugal est plus intense avec 3 grammes à chaque oreille, je suis le premier à le reconnaître, il faut bien dire que la promiscuité, en un mot, peut agacer certains travers taquins. Ainsi, le 20 décembre dernier, Hiroko et Fumiyoshi fêtaient leurs 10 ans de mariage et certes, ils n'avaient jamais eu de descendance, mais avaient enfanté des cuites historiques qui auraient mérité de figurer dans des albums colorés.
Pour célébrer cette constance dans l'effort, nos petits génies de la shopping eurent la brillante idée de faire un tour du Japon sans quitter leur fauteuil, acquérant auprès de leur caviste préféré un florilège de ce qui se fait de mieux dans tout le pays, de l'awamori d'Okinawa au kita no homare de Hokkaido. Que cette soirée fut belle et pleine de saveurs exquises. Mais le vieil adage de Pline l'Ancien, in vino veritas, est aussi universel que l'alcoolisme et l'inévitable lavage de linge sale en famille pointent à son nez, l'heure et le taux d'alcoolémie passant. À l'habituel et rituel concours de mesquinerie conjugale succéda l'épreuve d'attaque sur le physique et les traditionnelles suspicions de libertinage délocalisé qui, il faut bien l'admettre, mettent en forme sur l'épreuve reine, celle du lancer de verre dans la gueule. D'après les juges arbitres locaux, ce fut Hiroko qui donna le coup d'envoi avec un splendide jet de verre au front, verre plein d'un awamori spécial à 55 degrés qui trouva refuge dans les cheveux et la chemise de Fumihashi. Notre champion enchaîna sur un lancer de whisky des plus acrobatiques qui vint napper la belle d'une robe dorée et aromatique. Les échanges furent vigoureux mais sportifs, et c'est d'un incident technique regrettable que vint la faute. Fumeurs invétérés, nos Roméo et Juliette du Jaja profitèrent de la mi-temps pour s'en griller une et ce furent eux qui s'allumèrent. Réveillant la flamme des premières nuits, l'expression « se torcher » n'eut jamais autant de sens que ce soir-là. La maison partit en fumée, nos petits piou-piou d'amour eurent le teint un peu plus râlé que d'habitude et leur maquillage de Freddy Krueger sera du plus bel effet au prochain Halloween. Mais rassurez-vous, braves gens, ils sont tous les deux sains et saufs, ça s'arrose, non ? Bon, moi ça m'a ému cette histoire, c'est beau cette communion autour d'une passion commune. Pour ça qu'elle s'est barrée ma femme en fait, parce qu'elle ne picole pas. Comme quoi la sobriété ça te détruit des familles, mais quel fléau. Le coup de pouce du jour est aussi un énorme coup de cœur pour un monsieur, une voix et une personnalité incroyable. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la chaîne de Frédéric Soutrel que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà pour d'autres raisons. Sur son canal, ce bel être humain, comme je les aime, parle de littérature, de théâtre, d'étymologie, enfin, de tout ce qui fait que l'on aime la langue française, ses singularités et son bel usage. Portés par une présence unique et intemporelle, ces textes se déclinent avec une amabilité grammaticale réjouissante et qu'ils parlent de polar ou de l'origine du mot « formidable », la musicalité envoûtante de son ton patiné par le meilleur de la vie ne pourra que vous combler. Ce conteur hors pair vous donnera, je l'espère, l'amour des beaux textes et la façon de les dire, chose que je n'arriverai sûrement jamais à faire. Vous l'aurez compris, je suis tombé amoureux de cette petite chaîne tenue de main de maître par ce grand homme et je n'attends de votre part que de vous y abonner en masse, car s'il est une chose qui m'énerve dans cette chaîne, c'est qu'elle n'a que 6200 abonnés, ce qui pourrait bien être un des grands scandales de ce début de siècle. D'aucuns diront que ce corporatisme de youtubeurs barbus est proprement scandaleux, et à cela je répondrai plus tard. Là je n'ai pas le temps, je dois finir de regarder toutes ces vidéos. Le mystère est entier. Et vous, quelle est votre opinion ? Voilà, cette 44e édition de Petit Satsujin touche à sa fin, mais avant, oui mes amis, vous l'avez deviné, c'est l'heure de la réclame. Tout d'abord, je vous rappelle que vous êtes encore beaucoup trop nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés, ce qui est un crime fédéral dans plusieurs États souverains. Je vous invite donc à régulariser cette situation maintenant en exerçant une pression sur le bouton s'abonner. Voilà, j'attends quelques secondes. Parfait. Maintenant, un petit effort supplémentaire pour vous mettre en conformité. On clique sur la cloche à 3, 2, 1, go. Et hop, abonnage et cliquage de cloche rend plus sage et moins moche. Si vous le pouvez et le voulez, vous pouvez soutenir la chaîne via Tipeee ou Utip, les admirables nouvelles règles de YouTube donnant à mes contenus une visibilité extraordinaire. Vous pouvez aussi faire un tour sur la boutique satsujin.fr où vous trouverez mes livres que je vous dédicace à la demande, de la musique dont celle qui accompagne les vidéos et bien d'autres choses qui raviront petits et grands. Pour les réceptions d'ambassade ou un barbecue, refaites donc votre garde-robe sur ma boutique Spreadshirt, le point de chute incontournable du vrai chic parisien.
Bon, cette page de retape se tourne et je ne peux que vous inviter à me rejoindre sur Discord et sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook. J'y poste régulièrement des nouvelles de la chaîne et des photos de carburateurs. Je vous laisse, je vais chez le tatoueur. Qu'est-ce qu'il a dans le dos? Un tatouage. On dirait une reproduction d'un Modigliani. Est-ce que j'ai une tête à avoir une reproduction? Matane.